Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du C'est mercredi, que lisez-vous? Vous pouvez remercier Chloé du blog Livres & Compagnie qui m'a ordonné de faire cette vidéo ce soir puisque j'avais un petit peu la flemme, qu'il est déjà tard et que j'ai encore plein de choses à faire. Donc je comptais repousser le tournage de cette vidéo à dimanche, mais elle a insisté, donc me voilà. Vous pouvez la remercier. Je vais commencer cette vidéo en vous rappelant que le blog fête toujours ses 7 ans jusqu'au 5 juillet environ. Et la 3e semaine a commencé ce matin. Donc vous pouvez gagner pendant la semaine là. Vous pouvez gagner donc le premier tome de la sélection de Kiera Cass dans la collection R. Également le Prince d'été d'Alaya Dawn Johnson dans la collection R aussi. Et un lot de goodies. Voilà, vous avez jusqu'à mardi prochain à minuit pour participer, c'est ouvert au monde entier, il y a une petite question à laquelle répondre. Surtout n'oubliez pas d'y répondre dans les mails que vous m'envoyez, puisque j'ai déjà reçu 1 ou 2 mails où il manquait cette réponse, donc c'est un peu dommage. Quand ce sont des personnes que je connais bien qui oublient un élément dans leur mail, bah, c'est pas grave, je valide quand même la participation. Par contre, quand ce sont d'illustres inconnus qui en plus font un mail un petit peu sec, je dirais pas impoli, mais oui, enfin vraiment avec le strict minimum. Si en plus il manque des éléments et qu'il y a que le strict minimum au niveau de la politesse et de l'enthousiasme, bah ça me donne pas envie de valider. Donc faites bien attention à ça. Voilà, allez, je me dépêche pour faire assez court aujourd'hui, je vais essayer. Et je vais vous présenter donc mes lectures passées. Il y en a 4. Ma lecture en cours et les 2 lectures que je compte faire dans les semaines à venir. Enfin, dans les 2 semaines à venir, oui, exactement. Alors, c'est pas du tout dans l'ordre, c'est pas hasard. La première lecture que j'ai faite ces 2 dernières semaines, c'est une guitare pour 2 de Marie Amato aux éditions Nathan. Vous voyez, ce sont des épreuves non corrigées, mais le livre est sorti, je crois. Je me souviens plus quand il devait sortir, c'est pas écrit. Non, mais bon, je crois qu'il est sorti. Hein. Vous pouvez le trouver en librairie. Alors, la dernière fois, j'étais en train de le lire. J'avais lu une centaine de pages, je crois, et ça me plaisait assez. Alors effectivement, ça m'a plu, c'est assez frais, c'est une lecture young adulte, donc pour les adolescents. Ça se passe dans notre monde contemporain, il n'y a pas du tout d'imaginaire là-dedans, ça se passe dans un lycée américain typique, et c'est l'histoire d'amitié entre 2 adolescents qui n'avaient rien au départ pour se plaire. Voilà, en gros. Donc on a la jeune fille qui s'appelle Lila et qui est une joueuse de violoncelle. C'est la jeune fille parfaite, tout le monde l'adore, elle est bonne élève, elle est jolie, c'est la meilleure joueuse de violoncelle du lycée. Elle a pour projet de rentrer dans une grande école de musique et de devenir violoncelliste professionnelle. Enfin, on peut croire que c'est son projet, mais en fait on se rend vite compte que c'est surtout le projet de son père qui la pousse dans cette voie, puisque sa maman, qui est morte quand elle était jeune, était une violoncelliste internationalement connue, et donc le papa pousse la fille à faire la même chose. Et Lila aussi, elle a une meilleure amie qui prend toutes les décisions à sa place, qui est violoniste, elle. Elles sont amies depuis de nombreuses années, elles font tout ensemble, et Lila a pas trop son mot à dire en fait, c'est la copine qui décide, voilà, qui prend toutes les décisions. À côté de ça, on a Trip, donc le jeune homme, qui lui est guitariste et qui lui se fiche un petit peu de tout. Il est très solitaire, il n'a pas d'amis puisque il est un petit peu étrange. Disons qu'il n'a pas les réflexions et le comportement habituel des jeunes de son âge. Je crois que, c'est pas vraiment précisé, mais je pense qu'ils sont en 3e. Donc aux États-Unis, en fait, la 3e se fait dans le lycée. Ils ont 4 ans au lycée aux États-Unis et je pense qu'ils sont au lycée mais qu'ils sont en première année, donc en 3e, ce qui équivaut à la 3e française. Voilà. Et donc aux États-Unis, entre midi et 2, ils ont la possibilité de manger en faisant des activités. Ils emmènent leur sandwich et ils vont dans les salles dédiées aux activités qu'ils ont choisies. Donc vous avez les échecs, la danse, et vous avez des salles de musique qui sont mises à disposition des élèves musiciens.
Et donc Lila, elle a réussi à avoir un des studios, les jours pairs ou les jours impairs, je ne sais plus, de la semaine, et Trip le contraire. Et ils commencent à s'écrire des petits mots et à les laisser dans la salle, puisqu'ils utilisent la même salle mais pas les mêmes jours, donc ils communiquent par petits mots interposés, et c'est très sympa, il y a une histoire d'amitié qui commence comme ça. Et plus ça va, plus Trip va se rapprocher de Lila et il va l'aider à prendre conscience que finalement sa vie parfaite de violoncelliste c'est peut-être pas ce que elle veut. Et elle, au contraire, elle va aider Trip un petit peu à sortir de sa coquille, à s'ouvrir au monde, puisqu'il est très solitaire, alors qu'il a énormément de choses à apporter aux autres, notamment grâce à la musique, puisqu'il est très bon musicien. Voilà, donc c'est très léger, c'est très sympa, ça se lit vraiment très, très vite, je pense que c'est une jolie histoire pour les adolescents. J'ai juste été un petit peu surprise par la fin qui m'a paru un petit peu brutale. Alors j'ai bien aimé cette fin, mais j'aurais presque aimé, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine de pages de plus pour pas les laisser aussi brutalement. Ça se termine bien, je suis contente du dénouement proposé par l'auteur, mais j'aurais bien aimé accompagner les personnages un petit peu plus pour vivre ce dénouement un petit peu plus longtemps avec eux. Voilà, c'est juste le petit bémol entre guillemets. Voilà, donc bon, bah c'est pas extraordinaire, mais vraiment pour une lecture jeunesse, adolescente, c'est sympa. Une belle histoire d'amitié. Ensuite, je crois, je me souviens plus, j'ai lu un recueil de nouvelles, ça s'appelle La Dryade de Corinne Guiteau aux éditions Voyelle. Donc c'est un recueil de nouvelles, il y en a 8 en tout. Et la dernière, en fait, n'est pas de Corinne Guiteau, mais de Anthony Boulanger. Donc je trouve ça sympa, en fait, que l'auteur principal ait invité un autre auteur dans son recueil pour qu'on ait un petit aperçu de ce que pouvait faire cet Anthony Boulanger que je ne connais pas. Alors, dans ces 8 nouvelles, qui sont assez différentes les unes des autres, qui sont assez variées aussi bien au niveau de la forme, de la longueur du texte que du fond, on suit parfois un jeune homme qui rencontre une dryade, c'est la première nouvelle et c'est celle qui donne le titre au recueil. On suit également un père et sa fille plutôt au Moyen-Âge. Ils vont faire la connaissance d'une femme un petit peu étrange qui va changer leur vie. On a également, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, une histoire un peu plus drôle, un peu plus surréaliste, d'une jeune fille qui se révèle ne pas être totalement humaine, qui va faire ses courses et qui invoque un dragon au supermarché. Enfin, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est très marrant. On a aussi une réécriture du Perséphone, donc cette jeune fille qui est enlevée par Hadès et qui devient la reine des enfers, pour ceux qui ne connaissent pas le mythe. Voilà, on a aussi un petit peu une réécriture, alors je peux pas vous dire de quoi, mais d'un célèbre mythe anglais, pardon. Voilà, donc c'est assez varié et dans l'ensemble, je les ai toutes bien aimées. Alors il y en a certaines qui m'ont beaucoup plus marquée que d'autres, notamment celle qui s'appelle 121 minutes, donc qui est la réécriture un peu du mythe anglais, mais je peux pas vous en parler plus parce que ça serait vous gâcher la surprise. Alors en gros, c'est un jeune libraire qui reçoit une clé qui ouvre une porte vers un autre monde, vers une autre époque. Et en fait, il va aller dans ce monde et dans cette époque plusieurs fois, et je vous en dis pas plus, mais il va faire quelque chose qui aura un impact sur l'histoire avec un grand H du monde entier, et le présent. Voilà, donc j'ai trouvé ça vachement bien amené. J'ai été super contente de découvrir quel était le personnage mis en avant, le personnage célèbre mis en avant dans cette nouvelle. Je trouvais que c'était une bonne idée. J'ai également beaucoup aimé la réécriture du mythe de Perséphone et Hadès. Ça se passe de façon, comment dire, pas moderne, parce que il y a quand même les dieux et déesses qui sont présents. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait
on voit ce mythe du point de vue de Perséphone, qui est une jeune fille lambda, qui va à l'école, etc. Voilà, en gros c'est ça. Et j'ai bien aimé cette réécriture. Je trouvais ça très sympa. Le coup du dragon dans le supermarché est très marrant. Et voilà, en gros, j'ai trouvé que c'était intelligemment écrit. Et il y a certaines nouvelles qui apparemment sont reliées à des romans plus complets. Et j'ai vraiment très 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 envie d'aller faire un tour sur la bibliographie de Corinne Guiteau pour voir les romans qu'elle a écrits. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé la plume et l'univers. Et j'ai bien aimé ce côté un petit peu pas érudit, mais on sent que l'auteur a beaucoup de connaissances sur plein de thèmes différents, sur plein de mythes, notamment mythologie gréco-romaine, mythologie un peu plus... oui, peut-être celte, enfin bon bref, on sent qu'elle s'intéresse à beaucoup de choses, ça se voit beaucoup, je trouve, dans les nouvelles qu'il y a ici, et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai vraiment envie de lire autre chose de l'auteur. J'ai un autre recueil qu'elle a écrit, ça s'appelle La Vague, un autre recueil de nouvelles, mais cette fois plus en science-fiction. Là c'est vraiment de la fantaisie, du merveilleux, plutôt, puisqu'on a les dryades, les fées, machin. Donc oui, c'est plus de la fantaisie, du merveilleux, alors que La Vague, apparemment, c'est plus de la science-fiction. Donc je l'ai dans ma page, je vais le lire très bientôt, je pense. Et si ce recueil me plaît également, je pense que je prendrai un roman, vraiment, de l'auteur, un texte plus long, pour voir comment elle s'en sort sur un format différent. Voilà, et enfin la petite nouvelle de Anthony Boulanger, très sympa aussi, qui parle des golems. Donc les golems, vous savez, c'est ces créatures qui sont créées à partir de la terre et de la pierre, et qui n'ont pas d'intelligence à eux, mais qui obéissent aux ordres du magicien qui les a créés. Voilà, donc c'est assez sympa. On sent qu'il y a une différence entre les deux écritures, enfin je veux dire, on m'aurait pas dit que c'était d'un auteur différent, je pense que je l'aurais ressenti. Il y a quelque chose de plus... J'ai pas envie de dire masculin parce que c'est pas... J'aime pas faire des différences comme ça entre masculin et féminin. Mais peut-être que Corinne Guiteau va plus s'attarder sur les émotions, les sentiments de ses personnages, alors qu'on a un côté plus technique chez Anthony Boulanger. Mais on a quand même l'émotionnel derrière aussi, enfin bon. Mais bref, ça se ressent. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la nouvelle d'Anthony Boulanger, très sympathique, sur les golems, quelque chose que je crois que j'avais jamais lu pratiquement. Sauf le livre Cyrélia de Alissandre, qui parlait de golems aussi, mais c'était pas... on n'était pas au plus proche des golems dans ce livre-là. Là, vraiment, on a un truc un peu plus intimiste, voilà, sur le sujet. Donc un très bon recueil que je vous conseille, c'est chez Voyelle, et je lis très vite le recueil La Vague pour vous en parler et pour voir si je peux... si mon appréciation est confirmée et si je tente autre chose de Corinne Guiteau. Voilà, je me dépêche. Ensuite, j'ai lu un petit album, Les Chemins de Bohème. Donc c'est écrit par Pascal Brissy et c'est illustré par Barbara Brun. Et c'est aux éditions Marmaille et compagnie. Donc une petite maison d'édition qui n'est pas très vieille, je crois. Je ne connaissais pas du tout avant de recevoir ce livre grâce à l'opération Masse Critique de Babelio. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Alors, ce que je retiendrai, c'est pas forcément l'histoire, qui est vraiment très courte, hein, ça fait une 30aine de pages, et c'est une petite aventure sympathique. Ça se passe dans le Paris de 1899. On suit un petit trio d'enfants qui vendent des journaux dans le Paris de 1899, et en fait les petits vendeurs de journaux, ce petit trio n'est pas le seul à exister dans les rues de Paris. Il y a d'autres enfants qui font la même chose, et en fait ils se mettent un petit peu des bâtons dans les roues entre groupes de vendeurs de journaux, et donc il y a des petites ruses entre les groupes. C'est assez rigolo, mais bon, c'est pas ce que je retiens le plus. Ce que je retiens le plus de cet album, c'est vraiment l'esthétique. J'ai trouvé ça super beau. Déjà, rien que la couverture est magnifique. Mais je vais vous montrer quelques illustrations à l'intérieur. Donc déjà, voilà. Bon, je vais pas vous montrer toutes les images, hein, mais je vous en montre quelques-unes. Je trouve ça très très beau. On a souvent le texte d'un côté et une image en pleine page de l'autre. Une illustration en pleine page.
Donc ça va pas rendre grand chose, je pense, avec la lumière de la webcam. Là, je vais essayer de vous montrer vraiment celles que j'ai préférées. Enfin bon, elles sont toutes magnifiques, je trouve, avec plein de références, plein de petits éléments dans les images à retrouver. Vraiment super joli. Les couleurs, très belles. À la fois douces et vives, je trouve. Au coup de crayon. Enfin bon, je connaissais pas du tout Barbara Brun. C'est ça, je dis pas de bêtises. Oui, mais ça me donne très envie d'aller voir ce qu'elle a fait d'autre. Vous voyez par exemple ces 2 pages. La petite fille, très jolie. Enfin, bref, je vais pas vous montrer tout l'album, mais voilà, rien que pour les images, ça vaut le coup. Je vais essayer de voir ce que la maison d'édition a publié d'autre au niveau des albums pour enfants. Parce que ça me tente beaucoup. Alors après, le problème des albums comme ça pour enfants, c'est que souvent c'est cher, c'est comme les BD. Et oui, c'est vrai que 30 pages, ça se lit en 10 minutes, quoi. Enfin, je sais qu'il faut apprécier le dessin et qu'il faut prendre le temps d'apprécier le dessin à côté, mais c'est vrai que c'est un peu cher pour le temps de lecture, on va dire, le temps de découverte, voilà. Mais c'est vrai que c'est un magnifique objet à avoir dans sa bibliothèque, ça c'est sûr. Voilà, donc les éditions Marmaille et compagnie, je pense que ce sont des éditions à suivre. Ensuite, j'ai lu un livre pour enfants, ça s'appelle Les Voyageurs des Miroirs de Chris F. Gardaz et c'est aux éditions du Préau. Alors c'est un premier tome. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Alors, au début, j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans l'histoire. Mais ensuite, je pense au bout de la 100e page, j'ai commencé à prendre vraiment énormément de plaisir à suivre les aventures de ce frère et de cette sœur, Rose et Andy, qui en fait passent à travers des miroirs de sorcières qui sont cachés dans le grenier de leur grand-mère, grenier évidemment qui était défendu, mais ils ont réussi à y entrer en dérobant la clé. Ils découvrent ces miroirs, et ce sont des miroirs particuliers, des miroirs de sorcières, donc en fait ils sont bombés au milieu. Et chaque miroir, soit est un miroir qui amène à un autre monde, soit un miroir qui ramène au monde présent. Enfin, c'est pas très clair ce que je raconte. Il y a des miroirs d'entrée et des miroirs de sortie, c'est peut-être plus clair comme ça. Voilà. Donc Rose et Andy passent dans un premier miroir et se retrouvent au pays... Ah, c'est les trolls, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Oui, les petits trolls. Qui sont sympathiques dans cette histoire-là. Dans ce pays des trolls, ils font la connaissance d'un ou deux spécimens de l'espèce. Et ils vont vivre une mini-aventure. Ils vont aider les petits trolls à résoudre un de leurs problèmes. Ensuite, ils vont reprendre un miroir, ils vont changer, ils vont aller du côté du pays du monde des fées. Voilà, donc là c'est pareil, ils vont rencontrer certains spécimens du monde des fées, personnages qui ont un petit problème, un petit souci, et les 2 enfants vont décider de les aider et de vivre encore une mini-aventure. Voilà, et ensuite ils passent enfin dans un 3e miroir, dans un 3e monde, et ils arrivent dans le monde des géants. Et alors là, le monde des géants, c'est un monde assez hostile, assez difficile, et ils vont vivre encore une autre aventure. Alors le fil conducteur de tout ça, c'est qu'en fait, ils se rendent compte, ces 2 enfants, que leur grand-père, qui a disparu depuis 1 an, on leur a dit qu'il était mort, mais en fait, ils se sont toujours... douter qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Et en fait, leur grand-père est également passé dans un des miroirs, et on ne sait pas lequel. Donc le fil conducteur, en fait, c'est qu'à force de voyager à travers les différents mondes, ils vont rencontrer des personnages différents, personnages qui ont peut-être des indices sur la disparition du grand-père, qui l'ont peut-être vu passer 1 an plus tôt. Enfin, 1 an en durée humaine, puisque les durées dans les différents mondes ne sont pas les mêmes que notre temporalité à nous. Voilà. Donc alors au début, en fait, j'avais un petit peu de mal, j'arrivais pas à me sentir concernée par l'histoire, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Un petit peu, si vous voulez, comme Alice au Pays des Merveilles ou le monde de Narnia, qui sont des... Enfin, le monde de Narnia, j'ai pas aimé, parce que je trouve que l'auteur a un discours trop...
trop extrême. Enfin, c'est un type, je pense que je l'aurais pas du tout aimé, mais bref, passons. Alice au Pays des Merveilles et le Monde de Narnia sont vraiment des histoires à l'imaginaire hyper développé, hyper intéressant. On sent que derrière c'est poussé, ça a été réfléchi, etc. C'est un peu loufoque, il y a il y a des écureuils qui parlent, enfin bref. Et dans cette histoire-là, c'est la même chose. On sent que le monde a été très bien pensé, c'est un univers qui est très coloré avec plein de choses, donc ça c'est hyper intéressant. Je pense que quand on est gamin et qu'on lit ça, on doit être émerveillé par les fées, les trolls, les géants, etc. Mais au début de ma lecture des Voyageurs des Miroirs, j'ai eu le même problème qu'avec Alice au Pays des Merveilles ou le Monde de Narnia, c'est-à-dire que même si j'étais émerveillée comme une enfant par l'univers qui nous est proposé, je me sentais extérieure, pas concernée, j'arrivais pas à être touchée par ce que les enfants vivaient. Alors peut-être que je n'ai plus l'âge pour ressentir les aventures des petits héros qui sont souvent très jeunes, et c'est pour ça que ça passe pas forcément bien. Voilà, je pense que c'est une des explications. En tout cas, au bout d'une centaine de pages, je sais pas quel a été le déclic, mais je me suis sentie beaucoup plus impliquée dans ma lecture, et beaucoup plus intéressée par ce que vivaient les enfants. Et au final, si j'ai mis un petit peu de temps à lire les 100 premières pages, j'ai lu les 250 dernières avec beaucoup de plaisir et je les ai même dévorées. Et j'ai même très envie de lire la suite, j'espère qu'elle sortira très rapidement. Voilà, j'ai trouvé que c'était bien écrit, très imagé. Alors vraiment oui, si vous êtes jeune, si vous avez des enfants, si vous voulez lire ce livre avec vos enfants, vos nièces, neveux, etc. Je pense que le côté très imagé est un petit peu loufoque. Je vous dis, un hérisson qui parle, il y a des fées, elles ont des belles ailes colorées. Je pense que ça peut vraiment plaire aux plus jeunes, et moi ça m'a beaucoup plu aussi, ce côté très imagé, voilà, je trouve pas d'autres mots. Bon, par contre, c'est vrai que comme pour tous les livres pour enfants, les aventures, même s'il y a des difficultés, on sait que ça va bien se terminer, c'est un livre pour enfants. Par contre, il y a quelques scènes qui sont assez dures quand même, hein. Je pense notamment dans le monde des géants, il y a pas mal de scènes assez difficiles dans le monde des géants, où il y a un cyclope, je crois, qui vole de la viande pour ramener à sa famille, et on le punit assez sauvagement. Et les enfants, Rose et Andy, les deux héros, assistent à la scène. Et bon, je sais que les enfants, maintenant à notre époque, voient des choses horribles, mais c'est vrai que ça casse un petit peu avec le côté très coloré, très bisounours, où vous arrivez dans un monde étranger et vous êtes accueillis par des créatures qui ne sont pas du tout comme vous, mais c'est pas grave, tout de suite elles vont vous aider, elles vont vous accueillir, vous offrir le toit et le couvert, enfin bref, oui, on sent que c'est la littérature enfantine, mais je pense que oui, ça peut bien marcher avec les adultes également. Voilà, je pensais pas que ça allait me plaire autant, parce que je vous dis, les 100 premières pages, on va dire, il me manquait quelque chose, et puis j'ai eu un déclic, et finalement j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Voilà, donc merci à l'auteur de m'avoir proposé ce livre, et merci pour ces bons moments passés avec celui-ci. Voilà, hier, faut que j'arrête de dire voilà, j'ai dit que c'était ma mission. Hier, j'ai commencé le 2e tome de Rose morte de Céline Landrecy aux éditions de L'Homme sans nom. Je l'ai commencé puisqu'il s'agit d'une lecture commune avec le petit salon des trinomètres, donc avec 3 blogueuses que j'apprécie et qui ont lancé l'idée de cette lecture commune. Donc j'avais le livre, j'avais envie de le lire, donc je me suis inscrite avec elles. On doit lire les 5 premiers chapitres, me semble-t-il, voilà, assez rapidement, et on en parle en live au moment de la lecture, tous les jours, depuis hier soir. On parle un petit peu de nos impressions sur le vif. Si vous voulez aller nous lire ou même nous rejoindre en cours de route, puisque ça n'a commencé que depuis hier, vous pouvez, je vous mettrai comme d'habitude le lien en bandeau. Alors, Rose morte, le 1er tome, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais apprécié le côté très fourni, très riche du texte.
je pense qu'on ne peut pas qualifier cette saga par un seul mot. C'est pas possible. Rose morte, c'est pas seulement de la littérature fantastique, puisqu'il y a des créatures surnaturelles, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi un très beau roman historique, il y a aussi une enquête, il y a une petite romance, et en fait tout se mélange très bien, tout est très bien travaillé. Et Rose morte, c'est également un style vraiment magnifique. Et là, je prends vraiment beaucoup de plaisir à retrouver la plume de Céline Landrecy après de la littérature jeunesse, surtout young adulte avec une guitare pour deux. Ça me fait vraiment plaisir de lire un texte plus... pas maîtrisé, mais plus riche, voilà. Les Voyageurs des Miroirs avaient déjà un texte assez riche, je trouve, pour de la littérature jeunesse. Ça se lisait très bien, c'était très fluide, mais il y avait un côté plus recherché. J'aime bien ça, quand je fais une petite lecture, avoir un côté plus recherché. Voilà, ça s'annonce bien, donc on retrouve Rose, l'héroïne, qui est rappelée par Artus. Alors là je vais spoiler, pardon, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, vous pouvez aller au livre suivant, puisque je suis obligée de spoiler un petit peu. Donc ça se passe 200 ans après le premier tome, enfin environ 200 ans après le premier tome, ça se passe en 1789. Donc on se doute qu'il va y avoir le côté de la Révolution française qui va entrer là-dedans. Alors Rose était en Russie depuis quelques années et elle est rappelée par Artus, qui est son créateur, pour une affaire qui semble assez sérieuse. Apparemment, il y a des lamis. Donc des lamis, ce sont des... En fait, le mot vampire n'est jamais vraiment... utilisé dans cette saga, puisque les vampires sont partagés en plusieurs races entre guillemets, et les lamis sont la race de vampires la plus brutale. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc les lamis ont procédé à des attentats, des attaques entre guillemets, dans plusieurs régions qui appartiennent aux autres races de vampires, voilà. Et c'est un petit peu bizarre parce qu'habituellement les lamis ne sont pas du tout des vampires, enfin des créatures surnaturelles qui sont organisées et qui ont une stratégie. Voilà, donc ça inquiète un petit peu Artus, qui rappelle sa protégée à lui, puisqu'il aura besoin de tous ses enfants, entre guillemets, de toute sa famille, pour régler l'affaire. Voilà, j'en suis là pour le moment. Rose a débarqué en France, dans le château d'Artus, avec sa création, entre guillemets, enfin l'homme qu'elle a transformé. Et il y a une grosse tension entre tous les personnages dans le château, j'en suis là, je sens que ça va être très intéressant, je le continue dans la semaine et dans les jours qui viennent. Voilà, ma lecture en cours. Les lectures futures, j'ai prévu de lire 28 allées des Ormeaux de Tiffany Schneuvely aux éditions Nergal. Donc vous voyez, c'est un roman très court. On va partir du côté thriller fantastique. Le héros s'appelle Liam, tout pour me plaire. Voilà, je peux pas vous en dire plus, je lis très vite, c'est la lecture que j'ai prévue après Rose morte. Et ensuite, je change de style, je vais du côté du roman classique anglais, avec La Bienfaitrice de Elisabeth von Arnim, chez Archipoche. Alors, c'est une histoire qui se déroule au 19e siècle dans la société anglaise, tout ce que j'aime. Et en plus, l'héroïne est très particulière puisqu'elle ne veut pas du tout suivre les convenances, les habitudes de son époque. Elle a 25 ans et elle veut rester indépendante, elle ne veut pas se marier et suivre la tendance de son époque et des décennies précédentes. Voilà, ce que j'ai compris, elle va hériter de beaucoup d'argent et elle va faire fi des convenances, voilà, c'est ce que je lis dans la 4e de couverture, et elle va ouvrir son toit aux femmes sans ressources. Donc voilà, une héroïne qui semble très en avance sur son temps, donc tout à fait le style d'héroïne que j'adore. Je pense que ça va beaucoup me plaire et j'ai très envie de renouer avec la littérature classique, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu.
Je connaissais pas du tout l'auteur. J'ai reçu ce livre grâce à l'opération Masse Critique de Babelio, donc il faut que je le lise assez vite. Voilà, c'est ma future lecture, enfin après 28 allées des Ormeaux. Et j'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre. J'allais dire voilà, j'ai terminé cette vidéo qui fait 30 minutes comme d'habitude. Kali, tu as raison, je ne sais faire que des vidéos de 30 minutes, 25 ou 35 c'est pas possible, c'est 30 minutes. J'aime bien ce chiffre 3, il me plaît bien. Je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas hésiter à participer au concours et à partager l'information, puisque plus on est de fous, plus on rit. Et puis qu'à force de partager ce concours, il y a peut-être d'autres éditeurs, d'autres créateurs, d'autres auteurs qui auront envie de vous offrir un livre ou un de leurs produits. Donc n'hésitez pas à partager ce concours, à en parler autour de vous et à participer surtout, je vous promets, c'est ouvert à tous, même si je ne vous connais pas, si vous faites preuve d'un minimum d'enthousiasme, moi ça me va, je valide votre participation, mais n'oubliez pas de répondre à la question, évidemment. Je crois que j'ai fait le tour, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine, et je vous dis à peut-être dimanche pour une vidéo pour présenter ma palle, je sais pas si j'aurai la motivation, on verra. Je vous tiens au courant, sinon un de ces jours sur le blog pour une prochaine chronique, évidemment, je suis toujours là. Bonne fin de semaine, bonne lecture, et à très vite.